du succès du dernier Grand Prix de patinage, le président de l'intercommunalité Christophe Ferrari tend une perche au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour pousser une épreuve ou une cérémonie des JO à la maison comme en 68. Si les Noirs, les Rouges, les Bleus et les Verts ont fait le plein pendant les vacances, la question de l'avenir de la station de la Matésine reste en suspens. La ministre Ruralité est venue écouter les acteurs locaux jeudi. Et puis les dimanches 12 et 19 janvier se tiendront des élections législatives partielles dans la première circonscription de l'Isère. Grenoble a finalement trouvé des assesseurs pour tenir les bureaux de vote, mais ça ne s'improvise pas. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 10 janvier 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Bienvenue, welcome, benvenido. Si l'Isère a à l'origine été écarté de la liste des sites qui devaient accueillir les Jeux Olympiques d'hiver dans les Alpes en 2030, la métropole de Grenoble tente un passage par la fenêtre. Son président Christophe Ferrari, dans un courrier adressé juste avant Noël à son homologue de la région Auvergne-Rhône-Alpes, lui a indiqué qu'il se tenait quand même disponible pour accueillir des épreuves ou même la cérémonie d'ouverture. Nous avons une patinoire qui est quand même justement particulièrement adaptée pour un certain nombre d'événements. Un stade des Alpes qui est là aussi, je dirais un écrin et qui a une capacité incroyable d'organisation. Sur cette base-là, les Jeux Olympiques étant en 2030, nous nous sommes dit que finalement, nous levions le doigt pour dire que dans cette séquence-là, si nos équipements et Grenoble pouvaient être utiles à cette organisation, nous pouvions être là. En fait, c'est un appel à la fois, je dirais, très fraternel et surtout de bon sens de l'utilisation des deniers publics. Finalement, si on peut faire ces Jeux Olympiques moins chers en utilisant déjà ce qui existe, écoutez, pourquoi pas. La ministre de la Ruralité, Françoise Gatel, s'est rendue jeudi à l'Alpe du Grand Cerf, cette station de Matésine qui aurait dû fermer cet hiver, mais avait finalement bénéficié d'un an de sursis grâce à une mobilisation inédite à laquelle l'État avait aussi contribué à hauteur de 40 000 €. Les principaux élus locaux et acteurs socio-économiques étaient là pour écouter ce que la ministre avait à leur dire. Malgré la pluie, elle ne s'est pas trop mouillée. On n'était pas là tous en train de réfléchir, ça veut dire qu'on aurait renoncé. Donc on ne renonce à rien, mais peut-être que l'avenir sera différent. Et là, c'est une question de moi pour décider et trancher. Et avant de mettre de l'argent, il faut savoir ce qu'on fait. Voilà, donc l'État a mis des moyens et que selon les stratégies qui vont être dessinées, il faudra voir comment l'État accompagne. Mais il faut qu'on soit clair. Moi, je ne fais jamais de promesses que je ne peux pas tenir. Si je vous disais, oui, moi je reviens avec une enveloppe de tant de millions, vous ne me croiriez pas. Identifions les pistes possibles. Est-ce qu'on confirme une activité 4 saisons? Est-ce qu'il y a d'autres scénarios? Je ne sais pas. Et donc, en évoquant les pistes d'avenir, il y a aussi toutes les questions, y compris les questions financières. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on le fera? Etc. On se souvient que le conseil communautaire de la Matésine avait voté d'abord début octobre la fermeture de la station dès l'hiver 2024, avant de lui accorder 15 jours plus tard une année de sursis. Aujourd'hui, le discours pourrait avoir évolué. C'est important de considérer que la décision qui a été prise par la communauté de communes en octobre 2024, c'est la fermeture différée à 2025. Charge à nous de travailler collectivement pour bâtir un projet nouveau avec, et nous l'appelons tous de nos voeux, le maintien de la station de l'Alpe du Grand Cerf, si nous sommes accompagnés dans ce maintien, évidemment. C'est là que nous attendons des gages. La collectivité est prête à investir et elle l'a toujours dit, et ça fait 5 ans qu'elle le dit. C'est dans le fonctionnement quotidien. Vous parliez de 350 000 € de déficit. L'année dernière, la communauté de communes a mis 1 million d'euros pour faire vivre la station et pour faire tourner la station. Il va falloir, quoi qu'il en soit, repasser devant les élus et les convaincre. Les convaincre que l'avenir est viable à l'Alpe du Grand Cerf avec un projet 4 saisons et que le coût pour la collectivité est mineur ou est minoré en tout cas. Pour Coraline Sora, c'est en juin prochain qu'il faudra trancher. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un enneigement exceptionnel, les vacances de Noël auront au moins redonné du baume au cœur à toute la station.
On a eu une quantité de neige vraiment importante et donc si on compare, on a fait plus 30% de skieurs sur l'Alpe du Grand Serre, c'est énorme. En 2021-2022, on avait fait 12 200 personnes et là on a presque atteint les 17 000 personnes avec 16 900 forfaits. Il y a l'effet on ferme et puis on ouvre, donc l'effet de solidarité aussi de la station, donc ça c'est quand même super important. On a beaucoup de Mathésiens qui sont revenus skier sur leur station et des gens qui étaient venus il y a 40 ans skier quand ils étaient petits, 40-50 ans et qui là reviennent pour redécouvrir la station, soit en skiant, soit en faisant des raquettes. Mais voilà, vraiment, on a un peu tous les profils et ces profils un peu de solidarité, des Grenoblois, des locaux qui reviennent skier et parfois même découvrir la station parce qu'ils ne la connaissaient pas. Et globalement, la fin de l'année a été plus que positive dans toutes les stations iséroises, avec, selon Isère Attractivité, une hausse du taux d'occupation de 5 à 15%. Avant d'aller profiter des joies des sports d'hiver dimanche, les habitants de la première circonscription de l'Isère devront penser à ressortir leur carte d'électeur 6 mois après l'avoir rangée pour élire leur nouveau député. Mais une pièce d'identité suffira pour aller voter dans le bon bureau de vote. Pour veiller au bon déroulement du scrutin, les communes concernées font appel à des fonctionnaires ou à des citoyens bénévoles. À quelques jours de l'élection législative partielle de la première circonscription de l'Isère, suite à la démission d'Hugo Prévost, les bénévoles inscrits en tant qu'assesseurs ont pu participer à une formation sur leur rôle dans ce processus démocratique. Certains le sont pour la première fois. Donc j'ai pas mal participé à des dépouillements sur les dernières, les européennes, les législatives. Et du coup ça m'a intéressé d'être assesseur, c'est pour aider aussi. Le processus de vote, ça marche parce qu'il y a des gens qui aident, il y a des bénévoles. J'ai été assesseur pour le premier vote, avant que Prévost démissionne. Bon, puisqu'il y a une formation, je me suis dit je vais aller voir. Donc ça me permettra de voir des gens, de voir comment ça se passe, de voir comment on fait le dépouillement, etc. Tout ça, c'est intéressant. Intéressant surtout qu'il y a des règles strictes à respecter. L'élu, venu pour la formation, répond aux questions des différents bénévoles présents, notamment sur la gestion des procurations, sur le contrôle de l'identité et sur les pièces admises pour avoir le droit de voter. Alors, le risque ultime, c'est l'annulation d'une élection. Ça, c'est toujours celui qui nous pend au nez. Mais bon, il faut un petit écart de voix, il faut plein de choses. Mais en fait, ils sont toujours 2, 3 ou 4 personnes dans le bureau de vote et avec des personnes à côté parce qu'on a des lieux de vote où il y a plusieurs bureaux. Donc, en fait, ils se questionnent les uns les autres et il n'y a pas réellement de risque. Pour le premier tour, tout est prêt, car la machine est maintenant bien huilée après cet été hautement politique, rythmé par les élections législatives et européennes. Ça demande d'avoir, au tout départ déjà, d'avoir tous les lieux pour pouvoir ouvrir les bureaux de vote. Ça demande de vérifier la liste électorale, de vérifier que tout le monde est bien inscrit. Ça demande aussi les inscriptions sur les listes électorales. La mairie cherche encore des assesseurs pour le potentiel second tour. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site de la mairie de Grenoble. À Grenoble, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h, 18h pour les autres communes concernées, La Tronche, Mélan, Coran, Montbonneau, Biviers, Saint-Imier, Saint-Nazaire-les-Ems, Bernin et le Sapé en Chartreuse. 11 candidats sont donc alignés dans cette élection dans l'ordre du tirage au sort établi par la préfecture pour déterminer le numéro de panneau d'affichage. J'ai nommé Gaël Offran-Piré pour Equinox, Rémi Adam pour Lutte ouvrière, Hervé Gerby, Divers Centres, Martine Jarry, Extrême Gauche, Alexandre Lacroix, Union des droites républicaines RN, Baptiste Anglade, NPA révolutionnaire, Mathieu Lemorzelec, Décidons pour nous-mêmes, Lies Loufoque, LFI Nouveau Front Populaire, Camille Gaillard-Minet, Ensemble pour la République, Nathalie Béranger, Les Républicains et François-Marie Perrier, indépendant. 7 hommes et 4 femmes. La grande inconnue, c'est la participation. Je m'appelle Gallo Franpiré, j'ai 40 ans, je suis chercheuse dans le domaine des technologies pour la santé. Je suis maman aussi, donc dans mon métier, j'ai pu travailler à l'interface entre le monde académique et privé. Et en tant que maman aussi, je me suis investie dans plusieurs milieux associatifs. Et aujourd'hui, je me présente parce que vraiment, je pense que le parti Equinox fait la différence. Sur l'échiquier politique, on est plutôt au centre, mais on ne veut pas de clivage droite-gauche en fait. Donc on va évaluer en fait les problèmes et on peut très bien avoir des mesures qui pourraient être considérées de gauche sur certains aspects ou de droite sur d'autres aspects. Au niveau du renouveau démocratique, on a plusieurs mesures qu'on aimerait porter, notamment le tirage au sort pour le Sénat.
On pense que c'est important d'avoir des élus, des personnes qui sont sur les listes électorales, qui pourraient être tirées au sort pour constituer le Sénat. Donc au niveau de l'environnement, on veut notamment mettre en place un score carbone qui permet en fait aux personnes d'évaluer l'effet de leur consommation sur la production en fait de carbone. Donc là, ça va être aussi de subventionner le déploiement massif des technologies nucléaires et aussi des énergies renouvelables. Parmi ces 11 candidats, vous venez donc d'entendre Gaëlle Offrand-Piré pour Equinox. Et je vous le disais, la grande inconnue, c'est la participation. Alors que les candidats sortent leur renfort de poids, Camille Galliard-Minier a reçu le soutien d'Olivier Véran et de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, tandis que Manuel Bompard, Mathilde Panot et d'autres députés du groupe LFI sont venus ce vendredi prêter main forte à Liès Loufoque. Et puis pour Nathalie Béranger des Républicains, c'est évidemment le ministre de la Santé, l'Isérois Yannick Neuder, qui annonce qu'il s'engage. Face à la recrudescence de la grippe, le pic pourrait être atteint ce week-end. Le CHU Grenoble-Alpes relance l'obligation du masque pour les personnels et les patients. Si le plan blanc n'a pas été déclenché dans cet établissement, un plan de mobilisation interne a quand même été lancé mercredi. Les services d'urgence du Chuga enregistrent entre 10 à 20% de passages supplémentaires par rapport à la même période l'an dernier. Pas mal de patients âgés non vaccinés contre la grippe à l'hôpital Nord, tandis qu'en raison des vacanciers plus nombreux sur les pistes, l'hôpital Sud, qui gère la traumatologie, a aussi enregistré plus 20% de passages dans ses urgences. Les chefs ont du cœur. Comme chaque année, 10 toquets isérois, du Fantin-Latour à Chavant, Pergras et d'autres ont répondu à l'appel du Lions Club Grenoble Porte de France pour préparer chacun une soupe. Des potages qui seront vendus ce samedi de 10h à 18h rue Félix Poula à Grenoble au prix de 4,50 € la portion. Les bénéfices seront reversés à l'association Un Autre Monde dans le cadre d'un projet théâtral de lutte contre le harcèlement. Pour grandir, ils ont mangé pas mal de soupe et pas que. Premier match de l'année, première victoire bonifiée s'il vous plaît pour les joueurs du FCG. Jeudi soir au Stade des Alpes, 35-15 contre Montauban. Comme souvent, c'est Wilfried Huleux qui a marqué le premier essai pour les Rouges et Bleus à la 16e minute. À 15 contre 14, le reste du match après un plaquage dangereux à la 20e minute. Les Isérois vont encore marquer 4 essais. Un Grenoble qui affiche désormais clairement son objectif de monter reste premier au classement de Pro D2 avec 56 points. Le trophée Andros a tiré sa révérence l'an dernier, mais la Coupe 602 sur glace revient ce week-end sur le circuit de l'Alpe d'Huez. Avec sa piste verglacée de plus de 700 mètres, il accueillera une quarantaine de 2 chevaux et dérivés dans un cadre idyllique. Les tours de piste auront lieu de 8h à 11h et de 17h à 21h le samedi, de 8h à 11h le dimanche. Une compétition organisée par le 2 chevaux Méhari Club Cassis. Dans la neige, mais à pied, les Lumières de la Muselle reviennent samedi aux Deux Alpes pour une 12e édition, une course atypique qui voit dévaler plus d'1 millier de coureurs de 2500 mètres d'altitude à l'arrivée dans un superbe panorama. Le 21 km affiche déjà complet, mais il est encore possible de vous inscrire pour le 8, c'est la nouveauté de l'année, le 11 et le 42 km. L'an dernier, Yannick Noël et Mathieu Blanchard, des locaux de l'étape, l'avaient emporté ensemble en 3h25. Le dépassement de soi en restant dans son canapé, c'est grâce à Grand Air. Samedi soir, Thibault Leduc reçoit le skieur de l'extrême Aurel Lardy et les guides de haute montagne Alex Marchesso et Christophe Tricou pour revenir en images sur une aventure extraordinaire vécue au fin fond de l'Alaska, un périple de plus de 500 km, ponctué par l'ascension des 2 plus hauts sommets d'Amérique du Nord. À pied, à ski, en canoë gonflable, ils ont traversé cette vaste étendue en tirant pendant 50 jours les 300 kilos de matériel et de nourriture nécessaires à leur autonomie. Aujourd'hui, si on parlait avec Lucille Dailly, nous souhaite la santé avec le photographe Samuel Bloch, sélectionné parmi les clichés du Wildlife photographe de l'année pour sensibilité à la santé de la planète. Et Virginie Plantieux, elle est formatrice en premier secours santé mentale. Elle va nous aider à comprendre l'enjeu de cette démarche. Et puis la santé par les plantes, l'herboriste Stéphane Rossi revient nous prodiguer ses conseils de docteur en pharmacie pour préserver le bien-être dans le creux de l'hiver.
J'aurais peut-être besoin d'en prendre un peu. Dans l'agenda également, deux seuls en scène dans deux styles totalement différents. Fabien Lecastel est amoureux et nous le prouve samedi soir au Théâtre en Rond de Sassenage. L'humoriste imitateur belge a décidé de mettre à l'honneur ce concept parfois galvaudé. Pour en parler, différentes personnalités sublimeront à leur matière l'amour. Comment le trouver, le garder ou l'exprimer. Et puis, dans un tout autre style, la Clémentine Célarié est époustouflante dans Je suis la maman du bourreau. C'est samedi soir à l'Oriel de Vars. En plus de le jouer, la comédienne a adapté et mis en scène ce spectacle qui vient d'un roman éponyme. Une mère revient sur les moments qui ont précédé le suicide de son fils, le père Pierre-Marie, reconnu coupable de sévices pédophiles. Sans oublier, bien sûr, plus joyeux, les 10 ans de la Belle Électrique, une fiesta totalement gratuite. Ça commence ce vendredi soir jusqu'à 5h du matin et ça se poursuit samedi avec initiation aux musiques électroniques et surtout dressing club d'anniversaire 100% local de 20h à 1h30. Une soirée aux multiples influences pour vous trémousser. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pour les promenades sonores, c'est complet. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.